et bienvenue à ce RATP Innovation Talks. Je fais partie de l'équipe innovation du groupe RATP et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la RATP comme vous ne l'avez jamais vue. Si je vous demande qui convertit les bus de Londres à l'électrique, qui collabore avec des startups pour déployer une intelligence artificielle capable de mieux exploiter le RER B, le groupe RATP a toujours été pionnier dans l'innovation industrielle. Il a été à l'origine de premières mondiales en billettique ou en métro automatique. Dans cette Innovation Talks, nous allons découvrir comment le groupe RATP modernise son réseau en intégrant les dernières technologies d'intelligence artificielle et de robotique. Notre ambition est d'offrir le meilleur voyage possible à nos clients et innover pour faciliter le quotidien de nos collaborateurs sur le terrain. Pour démarrer cette première édition des RATP Innovation Talks, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Éric Fresquet et Xavier Chapuis pour parler Industrie 4.0. Bonjour et bienvenue. Alors, Éric Fresquet, vous êtes le directeur industriel du groupe RATP au sein du département MRF, la maintenance ferroviaire. Vous pilotez 3200 agents et vous gérez la maintenance de 6000 rames ou voitures ou wagons. Xavier Chapuis, vous êtes le responsable du programme Intelligence artificielle au sein du groupe RATP. Bon, merci de nous avoir rejoints. Quand on parle Industrie 4.0 ou Industrie du futur, on parle de la convergence entre des objets réels. Alors pour nous, c'est les ateliers de maintenance, les centres de contrôle et de surveillance, les trains, les bus, et aussi les technologies numériques. Le but est d'avoir des process plus connectés et intelligents. Alors Xavier, pourquoi le groupe RATP s'intéresse à l'intelligence artificielle ? Alors Marine, je dirais que le groupe RATP fait plus que s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, l'intelligence artificielle fait partie de l'ADN du groupe RATP. J'ai envie de dire, depuis toujours, la RATP fait de l'intelligence artificielle au service de chacun et au bénéfice de tous. Mais depuis 2018, le département Stratégie, Innovation et Développement a décidé d'impulser une nouvelle dynamique, de passer à vitesse supérieure via le pilotage d'un programme dédié qui vise à développer une intelligence artificielle inclusive, responsable, dans un cadre éthique et juridique strict. C'est vraiment la particularité de la RATP. Vous avez une intelligence artificielle qui a ses valeurs. C'est ça. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle se fasse vraiment dans le respect de valeurs qui sont fortes pour le groupe RATP. Et ce qu'on veut, en fait, c'est améliorer le quotidien à la fois des voyageurs et des exploitants. Et en fait, on a deux façons de procéder. On a à la fois répondre aux besoins métiers au plus près, et donc aller voir les métiers et recueillir leurs besoins pour créer de nouveaux projets. Et puis aussi, on a un volet qui est plus disruptif. Notre objectif, c'est d'être le vecteur de cette disruption. Je vais prendre quelques exemples. Pour être proche du besoin des métiers, on a développé un projet qui s'appelle Stremia, stratégie de remisage du matériel roulant par l'intelligence artificielle. Le but, c'est d'aider, de simplifier le quotidien des chefs de régulation et des aiguilleurs. C'est sur le RER B, c'est ça ? Sur le RER B, oui. Exactement. On a travaillé avec une start-up qui s'appelle Fieldbox.ai et qui nous a aidé à développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour exploiter les données en temps réel et du coup fournir l'outil d'aide à la décision dont nos exploitants avaient besoin. C'est une application, concrètement ? C'est une application qui va permettre en fait aux aiguilleurs d'avoir différents scénarios de remisage du matériel pour le conduire dans les ateliers de maintenance et de remise en circulation sur la bonne mission au bon moment. Ça a un intérêt pour nos exploitants parce que ça leur simplifie le quotidien et c'est aussi un intérêt forcément pour nos voyageurs puisque ça va permettre une meilleure régularité des trains. Ça évite que les trains passent sans voyageurs, c'est ça, sur les quais ? Exactement. Voilà. Exactement. Ensuite, je pourrais prendre d'autres projets. On a un projet Tradivia de traduction automatique de l'information voyageur. L'idée, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir traduire automatiquement les messages d'information voyageurs. Je qualifierais d'inopinés, ceux qui arrivent quand on a une situation perturbée. Et vous les traduisez en quelle langue ? Aujourd'hui, on a choisi de travailler sur l'anglais et l'allemand pour développer en fait une expérimentation qui va être lancée à la rentrée en septembre. C'est un algorithme, des algorithmes, même j'ai envie de dire, qu'on a développé avec deux partenaires, Sistran et InfoSquare. Et il y a une vraie particularité en fait, parce que l'enjeu c'est que quand on traduit le nom d'une station, par exemple Charles de Gaulle Étoile, ce soit pas traduit Charles de Gaulle Star. C'est ça tout votre travail en fait. Exactement. J'ai même encore un autre exemple. Bonne nouvelle, ça pourrait être
traduit par good news, alors que s'il y a un incident à bonne nouvelle, ce ne sera pas une good news. Ouais, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter en fait les algorithmes à notre langage RATP, qui est un langage très spécifique. Oui, et le contextualiser aussi. Le contextualiser pour que... Et ça n'existe pas sur le marché en fait. Donc c'est ça qui est vraiment très très innovant. Et puis je parlais aussi de disruption. On a choisi à la RATP d'être partenaire d'un programme national qui s'appelle Prisma, qui fait partie d'un programme encore plus vaste, le Grand Défi IA de confiance, lancé par le gouvernement. Et l'idée, c'est que là, on va être à la pointe. Aujourd'hui, on ne sait pas dans le monde certifier des algorithmes d'intelligence artificielle. Certifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire garantir la qualité des résultats. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont probabilistes, statistiques, et donc ont une certaine variabilité. L'idée, c'est comment on va faire pour garantir qu'en fait, dans tous les cas, ça va donner le bon résultat. Et ça, c'est que la RATP qui cherche... On est partenaire avec, dans le cadre de Prisma, avec énormément d'instituts de recherche, avec des institutions étatiques, avec d'autres industriels. Et l'idée, c'est qu'on se met tous autour de la table et qu'on développe la méthodologie de certification, parce qu'elle n'existe pas. D'accord. Aujourd'hui, Prisma, ça s'applique aux véhicules autonomes. L'idée, c'est de fournir des algorithmes qui vont pouvoir aider le superviseur du véhicule autonome à prendre de meilleures décisions. Mais si on développe cette méthodologie, demain, on sera capable, nous, RATP, d'avoir les algorithmes les meilleurs du marché. D'accord. Donc c'est un vrai enjeu de différenciation, de valeur ajoutée de nos offres de mobilité demain. Exactement. Et c'est évidemment l'un des objectifs stratégiques du programme Intelligence Artificielle, c'est d'aller chercher cette disruption pour être à la pointe demain, mais aussi dès aujourd'hui, en fait. Oui. Et vous mettez ça dans des ateliers aussi. Là, je me retourne vers Eric, vous qui êtes donc le directeur industriel du groupe RATP. C'est quoi votre vision des ateliers du futur? Alors, les ateliers du futur, ce sont des ateliers de maintenance qui, tout d'abord, préservent la santé et la sécurité des collaborateurs en concevant et en mettant en œuvre notamment des postes de travail avec toutes les composantes ergonomie dont on a besoin. Les ateliers du futur, ce sont des ateliers de maintenance qui garantissent aux exploitants et aux usagers des trains au bon moment, des pièces de rechange au bon moment, avec des taux de service de 100%. J'imagine qu'il doit y avoir des milliers et des milliers de pièces détachées que vous devez gérer. On a effectivement une complexité, une diversité de produits, aussi bien de trains entiers, mais aussi de sous-ensembles et de composants, qu'on doit effectivement acheminer avec notre supply chain dans une bonne coordination globale. Et ces ateliers, ils sont en Île-de-France essentiellement? Oui, alors effectivement, on est principalement implanté à Paris et en région parisienne, avec un maillage assez fort dans un réseau qui est le plus dense du monde, et des problématiques associées. Voilà. Et donc, nos ateliers du futur doivent garantir cette prestation à nos clients et à nos usagers, mais avec des niveaux de performance et d'efficience en corrélation avec finalement la mise en concurrence qu'on va avoir, et donc avec bien sûr des taux de service de 100%, mais aussi des temps d'immobilisation, des temps de défilement qui sont largement réduits, environ 30 ou 50%, et avec des coûts de revient, des ressources engagées, aussi bien en investissement et en cash immobilisé, aussi en rupture par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, pour pouvoir garantir la pérennité de nos activités demain. Très bien. Du coup, c'est un vrai enjeu de leadership. Vous avez des partenaires aussi particuliers? Vous travaillez avec des startups est-ce que c'est un élément clé de s'associer avec des partenaires externes pour garder et maintenir ce leadership à jour sur ces... Alors, toute notre stratégie et tout notre travail aujourd'hui, c'est effectivement définir notre cible d'atelier dans 5 ou 10 ans, avec l'ensemble des partenaires qui sont engagés avec nous, donc nos clients, mais aussi des fournisseurs, effectivement des startups, et construire ensemble le modèle fonctionnel et organique de nos ateliers dans 5 ou 10 ans. Et après, tout l'enjeu, c'est finalement de mettre en place des plans d'action pour y arriver le plus rapidement possible. Et justement, c'est pas ça la difficulté d'avoir une vision à 5-10 ans, quand tout l'écosystème bouge très vite, de l'innovation, il y a toujours des nouvelles innovations qui arrivent en quelques mois, en quelques années, et alors, vous commencez déjà à prévoir dans 10 ans, donc c'est une difficulté. Oui, en fait, effectivement,
notre première préoccupation, c'est de partager cette vision cible avec l'ensemble des collaborateurs, d'avoir une sorte d'étoile polaire, de façon à ce que chacun, dans son métier, dans son quotidien, puisse orienter les actions vers cette cible commune, mettre en place des contrats d'objectifs en corrélation avec cet objectif commun. Et comme vous l'avez dit, cette étoile polaire, finalement, elle n'est pas fixe. Et tous les ans, notamment à l'occasion d'un séminaire d'une journée ou deux, on va mettre ensemble l'ensemble des contributeurs à cette vision-là, et on va remettre à jour, affiner, compléter cette cible à 5 ou 10 ans, oui, de façon à ce qu'après, le reste de l'année, finalement, on fasse de la mise en œuvre, oui, alors soit avec des projets industriels, on a à peu près aujourd'hui une vingtaine de grands projets industriels avec des ressources engagées qui dépassent le milliard d'euros. On a des grands projets de systèmes d'information, de digital, et on a aussi un plan d'innovation, oui, un plan d'innovation qu'on a choisi par rapport à des technologies qui vont nous permettre d'appréhender des partenaires, des startups. Et cette mise en œuvre de stratégie va nous permettre de prioriser. C'est-à-dire qu'on va choisir nos innovations. Et ça, vous avez votre rôle aussi, c'est d'éclairer sur les innovations de demain par rapport aux ateliers du futur, la maintenance prédictive. Vous faites ça aussi dans votre programme? Exactement. Nous, on est en veille permanente. Oui. En fait, c'est une de nos fonctions aussi d'être en veille sur tout ce qui se fait, sur tous les algos, sur tous les métiers, sur tous les matchings à faire entre les deux. On rencontre régulièrement des startups, oui, parce que dans cet écosystème de startups en pleine ébullition, il y a toujours des nouvelles choses qui se créent, qui sont à la pointe et qui nous permettent d'aller vers des quick wins. Mais on rencontre aussi les meilleurs laboratoires de recherche, pour pouvoir développer une vision qui soit plus moyen, voire long terme, et justement réussir à jouer sur ces deux tableaux, et tout en étant dans les besoins de tout de suite, préparer les besoins de demain, en fait. D'accord. Très bien. Et du coup, les collaborateurs dans tout ça, comment vous les intégrez à cette démarche à la fois visionnaire, mais aussi très concrète, eux, sur leur quotidien, ça change leur activité, j'imagine? Nous, les collaborateurs, c'est les premiers demandeurs qui viennent nous voir et qui nous expliquent les petits problèmes qu'ils peuvent avoir dans le quotidien. Qu'est-ce qui pourrait simplifier, en fait, leur activité? Et nous, on les écoute, et comme on fait justement cette activité de veille et qu'on a en tête tout ce qui se fait sur le marché, on arrive à trouver les solutions à leur apporter, justement, à trouver la bonne solution pour leur venir en aide. On a aussi les collaborateurs, donc c'est les collaborateurs métiers, on a aussi des collaborateurs internes en data science, en exploitation des données, parce qu'on ne fait pas d'IA sans data, en fait. D'accord, oui. Et donc on capitalise aussi sur nos collaborateurs de l'usine digitale en interne pour être capable justement d'aller adapter une solution qui va être sur le marché aux problèmes de nos agents. Très bien. Et du coup, par exemple, les problèmes dans la maintenance, c'est peut-être de porter du poids, voilà, j'imagine. Qu'est-ce que vous développez comme solution Donc, on a identifié des domaines de développement dans lesquels on veut progresser, et dans des domaines où on considère qu'aujourd'hui, on a besoin d'un saut technologique. D'accord. On va aller chercher ailleurs, en tout cas en dehors de notre terrain de jeu habituel. Et là, effectivement, on a la maintenance prédictive, donc c'est un axe majeur de développement aujourd'hui. Alors, en utilisant les données des trains, les données embarquées, en faisant effectivement travailler des data scientists, travailler sur les algorithmes, l'usine digitale, dont on a parlé, mais aussi dans des systèmes d'automatisation de type AGV, de type robotique, de digitalisation aussi, avec l'utilisation de nouveaux systèmes d'information qui nous permettent de digitaliser nos processus. Et puis enfin, effectivement, des systèmes comme les exosquelettes. Oui. Des robots, de la cobotique. Pour notamment des exosquelettes qui vont nous permettre de travailler sur des postures ergonomiques pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution collective satisfaisante. Donc les innovations, c'est à chaque fois une réponse à une problématique extrêmement bien concrète et circonscrite dans notre terrain de jeu habituel dans nos ateliers. Très bien. Vous avez parlé des exosquelettes. Je vous propose de regarder ensemble une vidéo, un reportage sur justement comment ces exosquelettes sont déployés sur le terrain pour aider les agents de maintenance.
2019, nous avons entamé un travail pour créer un outil qui permettait de capitaliser, de recenser toutes les problématiques ergonomiques qui auparavant étaient traitées de façon isolée, ponctuelle, sur le département MRF. Du coup, nous avons créé une cartographie ergonomique qui a permis de recenser toutes les problématiques qui existaient dans le département. Cela nous a permis de les hiérarchiser, de les classifier pour construire une feuille de route de traitement de tous les problèmes qui étaient les plus récurrents et les plus problématiques au sein de notre département. On a été sollicité par l'atelier Tuissy pour l'activité des portes et du fait de l'arrivée en maintenance du MI09 et de ses 140 éléments, la direction s'est questionnée de savoir comment ils allaient pouvoir organiser l'activité. À partir de ce moment-là, on s'est lancé dans la fabrication, dans la mise en œuvre d'un protocole d'intégration avec toutes les étapes qu'il faut faire en amont pour lancer un exosquelette. Donc recenser toutes les problématiques ergonomiques, les traiter avec une étude ergonomique et après on s'est attaqué au volet intégration de l'exosquelette. Une fois qu'on a analysé le besoin, on trouve une réponse avec un exosquelette et cet exosquelette, on l'intègre dans les sites de production avec une méthodologie bien cadrée et différentes étapes qu'il faut respecter. Ces mesures aussi, on les a mis en place parce qu'on voulait évaluer la performance des exosquelettes. Donc, comme c'est une solution d'assistance physique, ce n'est pas une solution qui va apporter des gains de productivité. Donc on voulait quand même, pour faciliter la mise en place, trouver des indicateurs qui montraient justement les bénéfices d'un tel dispositif. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers la médecine du travail pour rassembler des indicateurs biomécaniques qui permettent d'évaluer le réel impact du dispositif sur la santé des opérateurs. C'est à ce moment-là qu'on a sélectionné l'entreprise Ergo Santé, qui nous a mis à disposition le Paexo Shoulder pour réaliser les essais. On a également missionné un cabinet de mesures biomécaniques, iCare Science, qui aujourd'hui réalise toutes les mesures sur les opérateurs. On a découpé le protocole en 3 phases. La première phase, c'était un ensemble de mesures sans exosquelette. Dans un deuxième temps, c'était dès lors qu'on a reçu l'exosquelette, on a réalisé exactement les mêmes mesures. Et puis on a laissé une phase d'habituation à l'opérateur parce qu'on sait que du fait de l'habituation du dispositif, de ses stratégies opératoires, de la connaissance, on sait que ça peut avoir à nouveau un impact. Donc ça a été la 3e phase pour laquelle on est à nouveau aujourd'hui en train de faire des mesures. Suite à ce travail qui a été conduit par MRF et GIS, aujourd'hui le département SID s'interroge sur comment transversaliser ce type de protocole et notamment sur les nouveaux dispositifs d'assistance physique que peuvent être les drones, les robots, les cobots et donc veulent s'inspirer de ce qui a été fait par nos 2 départements respectifs pour transversaliser ça à l'intégralité de l'entreprise. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Nouvelles Technologies Assistance Physique, le programme INTAP, qui est l'un des 4 programmes prioritaires d'innovation pour le groupe RATP, dont la finalité recherchée, c'est améliorer les conditions et la qualité de travail pour tous les métiers du groupe. Et je tiens tout particulièrement à remercier les équipes qui se sont vraiment impliquées, qui nous ont mis à disposition un train, les opérateurs pour réaliser l'expérimentation, ces opérateurs qui ont été très volontaires et très moteurs dans cette expérience, et les agents d'encadrement qui ont tout préparé pour que des essais se passent dans de très bonnes conditions. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Stivers sur le plateau. Donc Nicolas, vous êtes le responsable du programme Nouvelles Technologies d'Assistance Physique. Nous venons de voir une vidéo sur le déploiement des exosquelettes. Concrètement, est-ce que les mainteneurs sont satisfaits ? Alors, je vais tout d'abord remettre un peu des éléments de contexte. On a des problématiques ergonomiques sur notre pôle d'activité industrielle. Ces activités, on va les cartographier pour identifier celles qui sont majeures, prioritaires. Une fois qu'elles ont été identifiées, on va générer des actions correctives. On va tout d'abord privilégier des solutions collectives. Donc, on va s'attaquer à différents environnements. Pour la maintenance des trains, on va travailler sur l'ingénierie du matériel roulant. On va travailler sur l'axe des outillages, sur tout le rétrofit des outillages pour améliorer les conditions de travail. On va travailler sur la rotation des équipes, sur des aménagements de postes. Il faut qu'on arrive, qu'on a un peu le dos au pied du mur, qu'on n'a plus de solution. C'est à ce moment-là qu'on se tourne vers les exosquelettes. Donc, les exosquelettes, c'est une solution qui est individuelle. Et en théorie,
c'est un produit sur étagère, mais en pratique, ça ne s'intègre pas si facilement dans les sites de production. Donc, pour les intégrer, il a fallu développer une méthodologie que l'on a construite sur mesure, estampillée avec le tampon de la RATP. La RATP, la médecine du travail ou vous, votre département, votre programme? Alors, nous, dans notre département, donc matériel roulant ferroviaire, on a été initiateur de cette méthodologie. Alors pour ça, il a fallu se renseigner sur ce que faisaient les autres. D'accord. On est parti d'une feuille blanche et pour glaner un peu des connaissances, on s'est inscrit à une plateforme de partage qui est pilotée par le groupe AFNOR, qui regroupe différents partenaires industriels, des grands partenaires industriels comme Airbus, Naval Group, la SNCF, la Poste, qui rencontrent des problématiques en production qui sont similaires aux nôtres. Et il y avait également des organismes comme l'INRS, comme le CERN, et des fournisseurs d'exosquelettes. Donc, on a glané un peu les retours d'expérience de ces différents partenaires industriels à travers cette assemblée de l'AFNOR. Et on a assimilé par rapport à nos activités, par rapport à nos problématiques. On a créé un écosystème avec des partenaires projets qui sont la médecine du travail, qui sont le pôle ergonomie, qui sont les préventaires, et également nos exploitants, bien sûr. Et ensemble, nous avons construit une méthodologie sur mesure pour intégrer les exosquelettes. Et tout ça, ça favorise l'acceptation de ces nouvelles technologies? Alors, effectivement, ça favorise l'acceptation parce que cette méthodologie, elle s'articule autour de deux axes. On a un axe brut avec des indicateurs biomécaniques qui permet d'évaluer l'impact de ces dispositifs sur la santé des opérateurs. Et on a un volet plus social qui correspond à l'intégration. Ce sont des enquêtes de satisfaction sur le dispositif. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est facile à enfiler? Est-ce qu'il tient chaud? C'est tout ce qui est acceptation de ce type de dispositif par les opérateurs. Donc on a lancé des premiers essais et sur une population de 3 opérateurs, 2 sont satisfaits et 1 s'interroge sur l'utilité de ces dispositifs. Et du coup, ces systèmes, ces exosquelettes, est-ce que ça peut participer à une féminisation des métiers de la maintenance demain? Est-ce que c'est un objectif que vous recherchez à atteindre? Alors, tout à fait. Quels sont vos objectifs? On en a plusieurs. Déjà, c'est de traiter les problématiques ergonomiques sur l'ensemble de nos activités industrielles. Parce que les problématiques ergonomiques génèrent plusieurs problèmes. Il y a une question de l'âge peut-être aussi. Il y a un vieillissement de la population qu'il faut gérer. Il faut traiter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques qui peuvent générer des arrêts de travail plus ou moins longs. On a des problèmes de prévention, on a des problèmes sociaux liés à ça. Donc ça, il faut traiter tous ces éléments-là. Et tu as parlé de la féminisation, Marine. Oui. Effectivement. Alors, les exosquelettes s'intègrent dans ce programme plus global qui est le programme NTAP, oui. Nouvelle technologie d'assistance physique. Donc, ce programme s'articule autour de 3 axes. On a les exosquelettes, qui sont des dispositifs d'assistance physique. On a les cobots, qui sont des robots collaboratifs, des bras articulés qui permettent de manutentionner des outils. Donc, ils supportent la charge de l'outil, mais aussi des vibrations dans le cadre des opérations de ponçage. Et on a des robots, comme les drones, comme les AGV, qui sont des petits robots logistiques. Ces dispositifs... On est en plein dans les ateliers du futur, là. Voilà. Ces dispositifs, non seulement ils assistent les opérateurs, dans certains cas, ils peuvent décupler la force. C'est le cas pour certains exosquelettes qui nécessitent de l'énergie électrique ou hydraulique. Là, on a vraiment sur des tâches, par exemple, de manutention logistique, on décuple la force de l'opérateur. Et parfois même, l'opérateur n'a même plus à fournir d'efforts quand l'outil est manutentionné. Donc effectivement, dans des sites de maintenance où la population féminine est très faible, c'est du 1% en moyenne, beaucoup. Voilà, pour citer un indicateur, effectivement, ça rendra plus accessible ces métiers aux femmes qui souhaitent intervenir dans nos ateliers de maintenance. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Eric, Xavier, Nicolas, pour votre intervention. Je vous remercie, c'était très intéressant de partager votre vision de l'industrie 4.0 à la RATP. Merci beaucoup. Merci, et à bientôt. À bientôt.
Industrialiser l'innovation à l'échelle d'un grand groupe comporte quelques difficultés que tout chef de projet connaît bien. La confrontation d'une vision aux réalités du terrain est un véritable challenge. Comment garantir le succès dans le déploiement de projets industriels et technologiques? Existe-t-il une méthode RATP gagnante? Quelles sont les bonnes pratiques? Je vous propose de discuter de ce sujet avec deux experts, Marion Lagarenne et Vincent Testenoir. Bonjour Marion, bonjour Vincent, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau. Donc Marion, vous êtes chef de projet intelligence artificielle au sein du groupe RATP. Bonjour. Et Vincent, vous êtes chargé de mission maintenance des systèmes au sein du département RATP Infrastructure. Bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un beau projet que vous avez développé avec un partenaire qui est le CEA List, et un projet pour améliorer la ponctualité du métro en travaillant sur les systèmes de surveillance. Est-ce que c'est correct? Vous pouvez nous en dire un peu plus, vous préciser? Oui, c'est ça l'idée. Globalement, oui. C'est un objectif, c'est un besoin pour la maintenance opérationnelle. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la maintenance de certains systèmes sur les lignes de métro. Donc d'un côté, nos systèmes de portes palières, alors c'est les portes qui sont entre les quais et les trains sur les lignes automatiques. D'un autre côté, sur les systèmes de contrôle-commande globaux de la ligne, donc sur les lignes qu'on appelle nos lignes modernisées, donc la ligne 3, la ligne 5, la ligne 12, la ligne 13. L'idée, c'est vraiment de développer des systèmes pour améliorer la maintenance prédictive, pour anticiper des pannes et, in fine, améliorer la ponctualité globale et l'offre de service de la ligne. C'est pour les centres de contrôle, les PCC? On appelle les PCC, oui, exactement. Voilà, les postes de contrôle. Très bien. Marion, est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des sujets à parler sur ce projet? Comment vous avez travaillé avec le CEA? Le fait que ce soit un partenaire externe à la RATP, est-ce que c'est compliqué pour développer des projets innovants? Alors non, donc on a travaillé sous un format de co-construction en convention de recherche. Et du coup, on a su mettre autour de la table une équipe pluridisciplinaire, à la fois donc avec les chercheurs du CEA qui apportent une expertise en recherche, en analyse de données, en intelligence artificielle. Côté RATP, donc on avait une data scientist pour pouvoir suivre et s'approprier les travaux du CEA, un informaticien, l'expertise en gestion de projets innovants, ainsi que les mainteneurs. Ouais, alors, une petite précision, c'est dans les mainteneurs, il y a différentes équipes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la maintenance RATP, c'est un peu compliqué. Il y a différents types de profils qui étaient représentés dans le projet. Il y en a vraiment des mainteneurs opérationnels. Donc, c'est eux qui vont sur le terrain pour réparer les systèmes quand ils tombent. D'accord. Mais c'est en panne. On a des équipes d'expertise qui sont en bureau d'études, qui sont là pour apporter du support à la maintenance. Et ces deux mainteneurs étaient représentés dans le projet pour deux besoins un petit peu différents, mais qui convergent vers le même objectif commun. Et ça, c'est vraiment clé, c'est que toute cette équipe a été présente du début jusqu'à la fin du projet. Et vous avez, Marion, votre rôle, c'est d'organiser ce travail en commun, la collaboration entre, on voit bien, ces différents types de métiers. Et vous, qui avez la vision aussi du programme intelligence artificielle, c'est quoi la petite astuce pour faire en sorte que ces deux mondes se parlent et fonctionnent bien? Ouais, c'est beaucoup de bon sens et de communication. Et du coup aussi, on déploie une méthodologie qu'on a éprouvée sur différents projets du programme en 4 étapes. Donc, par exemple, sur cet exemple de ce projet-là, on a d'abord commencé par explorer en fait les données qui étaient générées par ces systèmes que l'on cherche à maintenir. Ensuite, on a expérimenté une première version d'un outil qui a déjà été mis aux mains des mainteneurs. C'est un prototype, c'est ça? D'abord, vraiment expérimenté. D'accord. Parce qu'il ne répondait pas à tous les cas d'usage cherchés pour le moment. Oui. Vraiment de se dire, est-ce qu'on est capable déjà de voir quand est-ce qu'il y a un incident? Une fois qu'on a validé ça avec l'expérimentation, on a prototypé aussi pour pouvoir classifier les incidents, prédire les incidents, donc à vraiment répondre aux cas d'usage du besoin des mainteneurs. Donc là, on en est à ce qu'on appelle un pilote industriel. Donc l'application tourne et l'idée, c'est de pouvoir valider en fait les bénéfices opérationnels avec les mainteneurs. Très bien. Et du côté des mainteneurs, ils sont contents de travailler sur de la maintenance prédictive? Ah oui, c'est vraiment un besoin fort de la maintenance, d'arriver à passer ce cap de la maintenance prédictive à la RATP. C'est quelque chose comme assez un peu nouveau sur certains sujets, ça dépend un peu des domaines. C'est quand même une approche un peu différente, une manière de travailler un peu différente. Il y a aussi parfois des questionnements, des réticences sur certains mainteneurs. Mais globalement, c'est un enjeu fort et une demande forte de la maintenance. Et je vous ai dit, c'est des manières de travailler un peu différentes. C'est travailler aussi avec des partenaires de recherche. Et, bon, voilà, c'est pas toujours facile. Il y a des écarts de point de vue, de manière de fonctionner, mais
Vous travaillez avec des startups aussi sur ces sujets? On a, alors pas dans ce cadre de ce programme-là, Oui. mais sur d'autres sujets, on a travaillé aussi avec des startups. Alors, on a différents partenaires, des labos de recherche, des startups, des grosses boîtes, un peu de tout. Très bien. Du coup, votre journée quotidienne elle peut changer tous les jours. C'est beaucoup de diversité dans vos tâches. Alors sur les sujets innovation, oui. Sur les sujets, il y a aussi des sujets plus opérationnels, sur la maintenance opérationnelle des systèmes. Où ça change tous les jours, c'est pas toujours la même ligne qui tombe en panne. Et est-ce que vous partagez votre retour d'expérience avec d'autres projets, d'autres départements, voilà, vu que vous avez développé une méthodologie vraiment particulière, est-ce que vous faites cette tournée aussi des autres projets, parce que dans votre programme, vous n'êtes pas que sur les PCC, vous avez d'autres sujets aussi. Tout à fait. Oui. En fait, donc, selon les différents départements, il y a une maturité assez diverse sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il y a une appétence assez aussi hétérogène dans l'entreprise. Donc, on essaye de capter chez les meilleurs pour aller pousser tout le monde en faisant rencontrer les gens. On travaille aussi avec des systèmes d'ateliers qui permettent de mettre vraiment un grand panel de personnes autour de la table, où des personnes d'un certain département peuvent témoigner auprès d'autres comment elles s'y sont prises, quels ont été les verrous, comment ils ont fait pour y arriver. Est-ce que travailler sur ces projets innovants, c'est un élément de fierté pour vous et pour vos équipes de déployer ces nouvelles technologies au sein d'un groupe historique? Je pense que c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Enfin, peut-être pas tout le monde. Il y a quand même des profils qui sont plus ou moins intéressés. Je pense que c'est quand même des choses qui intéressent les gens, qui peuvent les motiver pour faire évoluer aussi leur pratique, leur travail, faire améliorer aussi la performance de la maintenance et de la RATP dans son ensemble, quoi. Mais c'est vraiment des choses, je pense, qui les intéressent d'être aussi partie prenante du changement de manière de fonctionner. Après, c'est des fois compliqué, c'est que des fois, ça vient heurter des modes de fonctionnement, des procédures, des process RATP. Donc, des fois, il y a un peu de friction, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi... Des fois, c'est un peu dur, il faut bien le dire, de se heurter à ce truc-là. On a envie des fois de secouer les trucs, mais ça donne envie quand même d'y aller et de modifier les choses. Très bien. En tout cas, vous mettez une belle énergie dans ce projet-là et merci beaucoup pour votre partage d'expérience et vos bonnes pratiques, en espérant que ça puisse aussi servir pour tous les autres départements et autres grands groupes industriels aussi qui doivent gérer ce type de projet d'intelligence artificielle. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Et à bientôt. Merci. Je vous laisse. Merci beaucoup. Notre Innovation Talks dédié à l'industrie 4.0 touche à sa fin. Un grand merci aux intervenants qui ont partagé la vision de la transformation industrielle et digitale du groupe RATP. Nous l'avons vu, c'est une transformation et une innovation du quotidien, sur le terrain, au service des voyageurs et des collaborateurs. Je vous invite à découvrir nos autres Innovation Talks sur les mobilités du futur, le voyage augmenté et la ville durable et inclusive. Merci et à bientôt!